Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. La dernière fois, nous avons mis en place la bannière du site et nous avons fait apparaître le logo et les liens dessus. Mais on s'est très vite rendu compte de quelque chose, c'est que quand on regardait ici, la police de texte était différente et on avait les icônes, notamment l'arrangement aussi, et l'effet sur le bouton était différent. Donc, on s'est dit que dans cette partie, on devait d'abord mettre en forme les polices de texte. Ça veut dire qu'on va charger les liens extérieurs pour avoir les polices de texte qui correspondent à ce qu'on a dans notre projet. Et on va mettre l'effet sur le bouton. La dernière chose qu'on devait faire, c'est de mettre aussi les icônes. Donc, je propose qu'on commence par les icônes et on va se rendre tout de suite sur le site du Font Awesome. Le Font Awesome, si vous vous rappelez lors de la présentation de cette formation, c'est ce service qui va nous permettre d'utiliser les icônes. Donc ici, nous sommes sur le site officiel du Font Awesome et nous sommes sur la page de la documentation qui nous montre comment utiliser les icônes. En gros, pour utiliser les icônes, on va charger un fichier externe qu'on appelle généralement le lien CDN. Ça veut dire que ça nous provient d'un serveur là où ils ont hébergé leur fichier. Et à partir de là, lorsqu'on va écrire le code dans notre fichier HTML, si nous sommes connectés sur Internet, on aura le résultat que leur lien CDN est censé nous renvoyer. Donc pour ça, il faut une connexion Internet. En grosso modo, ça fonctionne comment? On va venir ici sur un site qu'on appelle CDN.js. On appelle CDN.js. Et sur CDN.js, on va charger le lien du Font Awesome. On va demander ici Font Awesome. Vous voyez, ça nous sort plusieurs liens. On va prendre le troisième ici, Font Awesome. Et actuellement, on nous dit qu'on a la version 5.15.2. Si on revient ici sur le Font Awesome, vous allez voir que c'est la version qui est en cours. Mais si on déroule ici, on peut voir les versions précédentes. La version qui nous intéresse, c'est la version 5.14. Donc, je vais venir ici et je vais sélectionner 5.14. Et à 5.14, ça nous sort plusieurs liens. On va prendre le premier qui est le CSS All. On va copier le link tag. Le link tag, c'est le lien qu'on met dans l'entête, généralement dans les fichiers, un peu comme le link pour le fichier CSS. Parce qu'en réalité, le lien qu'on charge ici du Font Awesome, c'est un ensemble de fichiers CSS hébergés dans un serveur et c'est ça qu'on appelle généralement le CDN. On va donc coller le lien qu'on vient de copier tout à l'heure. Dès maintenant, on peut utiliser les icônes Font Awesome si nous sommes connectés. Comment est-ce qu'on utilise les icônes du Font Awesome? On va revenir sur le site officiel du Font Awesome et on va aller dans la documentation. Vous voyez dans la documentation ici, il y a quelques icônes qui apparaissent. Et on nous montre pour utiliser une icône, on utilise l'élément i à laquelle on ajoute une classe. La classe porte deux valeurs. La première valeur, c'est le face et la deuxième valeur, il y a fa camera. Donc en réalité, face ici, c'est pour dire Font Awesome solide. Vous allez voir ici devant on a mis solide. Il y a les icônes de type solide, les icônes de type regular, les icônes de type light, les icônes de type button et les icônes de type brands. Toutes ces icônes ne sont pas gratuites, mais généralement les icônes de type solide sont gratuites, donc c'est celle qu'on va utiliser le plus ici. On nous dit ici dans la documentation qu'on utilise un élément i et à l'intérieur de cet élément, on met la classe qui correspond à l'icône qu'on veut utiliser. On peut également utiliser l'élément span. Donc si on revient dans notre document par exemple, ici, au niveau du lien de l'accueil, on a une icône. Si on revient ici et qu'on regarde, on va voir qu'on a une icône de maison. En anglais, la maison se dit généralement home, simplement. Donc on va mettre ici un i. Et à l'intérieur du i, on va faire, comme on a dit tout à l'heure, classe. Et la classe qu'on va mettre dans un premier temps sera face. On a dit qu'on va utiliser les icônes de type solide beaucoup plus. Donc on va mettre face et on va dire qu'on va mettre fa home. On va sauvegarder et on va revenir dans notre page pour voir à quoi ça ressemble. Si j'actualise, vous vous rendez compte que désormais, j'ai une icône de maison qui apparaît ici. La deuxième icône qu'on va mettre, ça sera l'icône, l'élément i, et on va mettre face, fa, comments. On va revenir au niveau du troisième lien et on va dire qu'on va mettre un i, on va mettre face et on va mettre fa, enveloppe. Et si on revient dans notre navigateur, on actualise, vous voyez qu'on a désormais nos trois icônes qui apparaissent exactement comme les icônes qu'on a ici. On va faire le reste du style après, mais pour le moment, on vient de finir avec les liens qui référencent les icônes. Ayant désormais installé les icônes, le lien vers les icônes, il est temps qu'on passe au lien des polices de texte. Et dans la présentation de cette formation, je vous avais dit que les polices de texte se chargent à partir du Google Fonts. On va demander le Google Fonts, simplement. Et on va partir ici sur le premier lien. Vous voyez ici là qu'au passage, quand on défile, il y a plusieurs
lien, il y a plusieurs noms de police de texte qu'on peut utiliser et chaque police de texte a une prévisualisation. Donc avant de choisir une police de texte, on connaît ce qu'on veut. Moi ici, j'ai utilisé deux polices de texte. La première que j'ai utilisée, c'est le Ubuntu. Donc je vais cliquer sur Ubuntu simplement. On va arriver là. Ça nous redirige vers cette page et j'ai choisi la police de texte à la taille 300, la taille 400, la taille 500 et la taille 700. Quand vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez et si vous ne voulez pas, vous pouvez enlever. Chaque fois que vous sélectionnez, ça s'ajoute ici. Vous allez voir, il y a Light 300, Regular 400, Medium 500 et Bold 700. En fait, ces valeurs représentent l'équivalent du font weight en propriété CSS. Donc, quand on va mettre font weight et qu'on va mettre l'une de ces valeurs, ça va apparaître comme on voit ici en fonction de la valeur qu'on a mis. Et la deuxième police de texte que j'ai utilisée, on va revenir. Je vais chercher une police de texte qui s'appelle Piazzolla. Vous voyez le Piazzolla ici. Et je vais faire de même dans le Piazzolla. Pour le Piazzolla, je vais prendre 100, 200, 300, 400, 500, 600 et 700. En fait, je ne vais pas utiliser toutes ces polices, mais je les prends uniquement pour vous montrer comment on peut ajouter. Et une fois qu'on a fini de sélectionner, vous allez voir, tout ça est aligné ici. On vient ici. On a deux façons d'ajouter ça dans notre page HTML. La première façon, c'est de prendre le link que vous voyez sélectionné ici actuellement. Et si vous prenez le link, ça veut dire que vous allez l'ajouter ici dans l'entête, comme on vient d'ajouter ce lien. Et la deuxième façon, c'est de prendre un lien qu'on va mettre dans la page CSS. Ça veut dire qu'on va venir prendre plutôt le A-import ici, qu'on va directement mettre dans la page CSS. Donc, c'est ça que je vais prendre. Je vais copier tout ce qui est ici à l'intérieur. Je vais venir dans notre fichier .sss et au début, avant même qu'on ne commence à écrire notre code, juste avant le compas, et c'est à ce niveau que je vais coller le code que je viens de copier. Et dès cet instant, je peux désormais utiliser les polices de texte Ubuntu ici et les polices de texte Piazzolla. Maintenant qu'on a collé ce lien ici, on peut désormais utiliser les polices de texte qui sont disponibles. Entre autres, la police Ubuntu et la police Piazzolla. Par exemple, si on vient dans notre navigateur, au niveau du projet, on se rend compte que les polices de texte qui sont ici sont différentes de celles qu'on a ici. En réalité, pour le projet, j'ai utilisé une police Ubuntu au niveau des liens. Pour changer ça chez nous, on va venir dans l'éditeur de texte, on va cibler les liens qui sont les navlinks et on va dire qu'avant de leur donner un font size, on va d'abord leur donner un font family. Et on va dire que ce font family, c'est Ubuntu. Quand on utilise une police de texte qui provient de l'extérieur, on la met généralement entre côtes. Mais quand on utilise une police de texte qui est native, on peut simplement l'écrire sans mettre les côtes. On enregistre et si on revient ici au niveau de notre projet, on actualise et ça ne marche pas. En fait, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a fait une grosse bêtise au départ. On aurait dû démarrer notre préprocesseur SAS. Bon, j'espère que vous y avez pensé. Moi, je l'ai oublié. Donc, on va faire comme d'habitude. On fait cd-a7 et après, on va lancer compass watch. On lance le préprocesseur. Le préprocesseur démarre et une fois que ça démarre, on vient maintenant dans notre navigateur. On actualise et vous voyez que les polices de texte qui sont là ont changé. Donc, on va revenir. En gros, ce qu'on va faire simplement, c'est ne pas de le mettre au niveau du navlink, mais plutôt de couper toute cette ligne-ci et de la mettre ici au niveau du header. Donc, lorsqu'on va finir avec les paddings, on va dire qu'on donne une police de texte qui est Ubuntu. Ça va faire en sorte que tous les éléments qui seront à l'intérieur, quand on va actualiser, ils auront la police de texte Ubuntu. Et de la même façon, quand on va venir au niveau de là où on a stylisé le B-title ici dans le banner wrapper, on va dire qu'on va lui mettre une font family qui sera le Piazzolla. On va enregistrer et j'espère que j'ai bien écrit Piazzolla. Regardons d'abord 2Z, 2L. J'ai oublié un L, ça ne va pas fonctionner donc on va dire qu'on met le Piazzolla. On enregistre, on vient voir à quoi ça ressemble. On actualise et vous voyez que la police de texte a changé. De la même façon, on va mettre la police de texte Ubuntu au reste du document, en fait au reste de la bannière. Donc au niveau du banner wrapper ici, quand on finit de mettre les marges et tout ce qu'il y a, on va mettre un font family à Ubuntu. On sauvegarde, on actualise et vous voyez que désormais les textes deviennent différents. On a l'impression qu'on a désormais les mêmes textes qu'ici, mais on se rend compte que les interlignes sont différentes. Ne vous inquiétez pas, on va faire une mise en forme plus approfondie.
Pour le moment, on fait un travail de fond en chargeant les liens extérieurs qui nous sont nécessaires pour travailler dans le projet. Donc, on va revenir ici et maintenant, on va se concentrer sur la suite. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a chargé les liens extérieurs pour les icônes, on a chargé les liens extérieurs pour les polices de texte et maintenant, on va d'abord finaliser avec l'effet du bouton au survol. Ici, quand on survole le bouton, on a ça. Par contre, quand on survole le bouton ici, il ne se passe rien. Donc, on va revenir dans notre fichier et on va cibler là où on a travaillé le bouton dernièrement. Le seul truc qu'on veut faire, c'est lorsqu'on survole le bouton, on va dire on sélectionne l'élément en cours qui est le bouton et on va dire que lorsqu'on le survole, c'est le hover. Ce qu'on veut, c'est que sa couleur de fond devienne transparente. Donc, on va mettre ça transparent. On enregistre et vous allez voir que si on vient ici désormais, on actualise. Lorsqu'on survole, vous voyez que la couleur du texte devient transparent. On va dire border color. Et je vais dire que le border color en fait a un dièse qui est FF A400. On va enregistrer. Et si je reviens actualiser, lorsque je survole, vous voyez que le texte est blanc, la couleur devient transparente, mais on a une bordure qui reste tout de même. Et c'est ce qu'on a ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de transformer le texte qui est à l'intérieur en orange et de mettre cet effet doux de transition. Par contre, ici, on voit bien que c'est brut. Donc, on va travailler de telle sorte que ça devienne doux. Ce qu'on va déjà faire, c'est d'enlever d'abord le soulignement qui est au niveau de découvrir le monde. Et si on regarde notre élément HTML en question, on se rend compte qu'au niveau du bouton, c'est d'abord un A. Et les A, généralement, par défaut, ils ont les text decoration. C'est ça qui souligne. Donc, on va venir au niveau de notre bouton et on va dire que on va mettre un text decoration à none. On va venir voir ce que ça donne et on se rend compte que ça a disparu. On revient donc dans notre éditeur de texte et on finalise le travail. On a déjà mis l'effet du hover. Ça veut dire quand on survole, les couleurs changent. La dernière chose qu'on doit changer et qu'on n'avait pas encore changé, c'est la couleur en elle-même. Ça veut dire la couleur du texte. Donc, on va mettre aussi une couleur comme celle-ci. Et maintenant, le dernier truc qu'on veut faire, c'est de mettre une transition. Donc, on va mettre ici transition. Et on va dire que on veut faire une transition sur la couleur qu'on va appeler background color. Et on va dire que cette transition va être de 0,3 secondes. On va mettre ici is in out. On va également mettre ça sur le color. On va dire que c'est également 0,3 secondes is in out et on va mettre ça sur le border color. C'est également 0,3 secondes is in out. Au passage, on a oublié la virgule ici. C'est pour cela que ça signalait cette erreur. Donc, on va enregistrer et on va venir tester pour voir ce que ça donne. On arrive ici, on actualise et quand on survole désormais, vous voyez qu'il se produit cet effet de douceur, un peu comme ici. Pour le moment, ce n'est pas encore ce qu'on a ici, mais on est en train d'évoluer progressivement. Donc, on va s'arrêter pour cette partie et dans la prochaine partie, on va commencer à faire un travail de fond. Je propose qu'on fasse d'abord le refactoring. Parce que si on commence à regarder notre code, entre le CSS qui est déjà à quasiment 118 lignes, le HTML qui commence à s'alourdir, on risque de se retrouver en train de s'égarer constamment. Donc dans les prochaines parties, on va faire un travail de fond. On va faire un refactoring, on va organiser notre code, on va commenter notre code pour se retrouver et on va organiser nos fichiers. Et après ça, on va attaquer les fichiers prédéfinis, les classes prédéfinies en fait, parce qu'il y a plusieurs classes qu'on n'aura pas besoin à chaque fois de coder en fonction de l'élément dans lequel on est. Donc, on va créer des fichiers prédéfinis de telle sorte que quand on a un élément qui réagit d'une façon particulière, on va juste aller piquer la classe qui correspond et on va venir ajouter cette classe. Donc, les prochaines vidéos seront pour un travail de fond, non pas pour un travail de code. Mais vous verrez que quand on va traverser cette partie de travail de fond, on va évoluer plus rapidement et on va concevoir de mieux en mieux les choses. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine partie de cette formation.